Bien, bonjour, bienvenue pour cette deuxième journée de notre colloque 40 ans d'études japonaises et maintenant. Nous accueillons pour la conférence d'ouverture de cette seconde journée Michael Luken, professeur à l'INALCO, membre senior de l'Institut universitaire de France. Michael est historien, spécialiste du Japon. Il a travaillé sur l'histoire de l'art japonais, notamment la photographie, la peinture également. Je cite quelques ouvrages, L'art du Japon au XXe siècle, Grenade et amertume, 1945, Hiroshima, les images sources. Il a écrit également plusieurs ouvrages sur les théories critiques, esthétiques au Japon, sur le Japon également. Nakaimasa Kazu, Naissance de la théorie critique au Japon, ou encore Les fleurs artificielles en 2016. Dans une approche épistémologique et philosophique, il s'est intéressé ensuite à la question des représentations, des transferts, des échanges, des triangulations culturelles dans des ouvrages tels que Japon, l'archipel du sens, le Japon grec ou l'universel étranger. C'est dans le prolongement de ces travaux, mais aussi dans le prolongement des discussions que nous avons entamées hier lors des tables rondes de la première journée, qu'il va revenir aujourd'hui sur l'histoire de la japonologie, entre gros guillemets, française. Mais il s'agira d'essayer cette fois de se voir en quelque sorte soi-même comme un autre, en passant par le regard américain, pour s'interroger sur l'assimilation progressive des méthodes, des objectifs, voire des présupposés idéologiques des études aréales. Michael, je te donne la parole. Merci Antonin. Est-ce que vous avez tous les documents? 皆さん、資料を手元にありますでしょうか？本日の発表はですね、フランス語でさせていただきますが、何かコメントとかご質問があれば、ぜひ聞かせてください。J'avais intitulé ma... attends un peu. À vrai dire, je ne vais pas vraiment m'appuyer sur les documents, c'est plutôt pour vous. C'est plutôt pour vous, si vous vous ennuyez pendant que je parle, vous allez pouvoir lire tranquillement des documents beaucoup plus intéressants que ce que je vais raconter. Vous le savez, en français, il y a deux appellations, je prolonge quelque chose qu'on a dit hier, qui ont longtemps été en concurrence l'une avec l'autre pour désigner le champ. D'une part, la notion d'étude d'aire culturelle, et de l'autre, celle des études aréales. Et je crois vraiment important que l'on soit au clair sur la distinction qui existe entre ces deux appellations. La première, celle donc des aires culturelles, c'est une expression qui apparaît dans un ouvrage en français au cours des années 20, chez un théologien jésuite du nom de Henri Pinard de la Boulaye, dans un ouvrage intitulé « Études comparées des religions », et je vous demande de garder en tête le fait qu'il s'agit d'un jésuite, comme je le disais. Et la seconde, c'est « Études aréales », traduction de Area Studies, dont la plus ancienne occurrence en français, d'après l'état actuel de mes recherches, date de la fin des années 70. Il y avait déjà eu des tentatives de présentation des Area Studies en français, notamment dans un ouvrage auquel participent Durosel et tout un ensemble de spécialistes de relations internationales au début des années 50, mais l'appellation Area Studies était maintenue telle qu'elle en français, et puis ensuite expliquée. Alors, quelle est la différence? Dans un cas, aire culturelle, il y a des aires, mais ces aires sont incarnées par des cultures et des langues. Pour des gens comme Fernand Braudel, qui ont contribué à diffuser cette notion, c'est une manière de parler au fond des civilisations. D'ailleurs, il utilisait, lui, les deux terminologies. Des civilisations et de leur sous-ensemble, c'est-à-dire de rapprocher l'histoire longue des peuples des questions géographiques. Et dans la perspective française, il me semble que cette approche apparaissait évidente à tous dans les années 60, même celui qui s'intéressait à la Chine contemporaine ou au Japon contemporain, le Japon contemporain avait très peu, avait tendance à penser son objet dans le cadre de la longue durée et à s'exprimer en termes de mentalité japonaise ou de mentalité chinoise. Je cite Braudel, les civilisations sont des mentalités collectives. Les études aréales, de leur côté, elles étudient des aires, ou les area studies, si vous préférez l'anglais, mais sans culture a priori.
sans transcendance, ni même la certitude de la rémanence d'un esprit sur la longue durée. Alors ces espaces peuvent correspondre à des pays, à des régions, à des continents, des zones d'influence religieuse, être physiques ou historiques, continus ou discontinus, récents ou avoir une longue histoire. Mais au fond, l'ère, elle est déployée à la mesure du problème à traiter. C'est ça qu'il faut garder en tête. L'ère est déployée à la mesure du problème à traiter. Le monde communiste, par exemple, était une ère tout à fait courante, commune, dans les documents américains des années 50. Vous comprenez bien que le monde communiste, il n'est pas solidaire. C'est un ensemble discontinu. Le passé, dans cette perspective, c'est une variable secondaire. L'important, c'est d'améliorer le présent, ou en tout cas le futur proche, autrement dit, le regard y est tourné vers l'avenir. Cette approche, elle a été promue, vous le savez sans doute, depuis les années 40, ça a été dit à plusieurs reprises hier, par les États-Unis, et elles sont devenues, je trouve que c'est un phénomène tout à fait frappant, devenues dominantes en Europe et en France en particulier, depuis peu de temps, depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, pas davantage. Tandis que l'approche culturelle a, elle, nettement décru, même dans les sciences humaines. Et je mentionnais hier la publication 2018 d'un petit livre de François-Joseph Rougiou, alors qu'il était directeur de l'INSHS, qui entérine un tournant amorcé une dizaine d'années plus tôt. Alors, si on part de ce constat, que peut-on dire ? Je crois que les questions qui se posent sont les suivantes. Si on comprend bien ce que les études aréales ne sont pas, c'est-à-dire fondées sur l'idée qu'il existe des civilisations avec un grand C, que chaque peuple possède un esprit que l'on peut reconstituer sur un modèle herméneutique ou sur un modèle dialectique à la manière de Hegel, quels sont les présupposés idéologiques sur lesquels sont fondés les Area Studies et comment ces présupposés idéologiques travaillent encore aujourd'hui le champ, parce qu'évidemment, ce n'est pas neutre. Pour le montrer, je prendrai le parcours d'un universitaire du nom de Charles Faz, personne fascinante, je trouve, un politiste américain, spécialiste donc de politique internationale, spécialiste du Japon. Il a longtemps dirigé la division des humanities, des humanités, des sciences humaines de la Fondation Rockefeller. Et à ce titre, il a effectué de très nombreux voyages en Asie de l'Est et au Japon en particulier. Et il a participé activement à la promotion des Area Studies ici même. Mais il a aussi participé à la promotion des Area Studies en France. Et il a tenu un énorme journal. Ce n'est pas un journal intime, c'est un journal de bord, un journal de travail, comme tous les officiers de la Fondation Rockefeller en tenaient, qui fait à peu près 8200 pages, et sur lesquelles il y a à peu près 1500 pages consacrées au Japon, 1000 qui sont les rapports de ces voyages, et environ 500 qui sont les comptes rendus de ces échanges avec soit des japonologues aux États-Unis ou des visiteurs de passage aux États-Unis ou éventuellement dans différents pays, comme par exemple en France, comme vous le voyez sur les documents, avec des japonologues ou des sinologues français. Et c'est un document que je trouve tout à fait exceptionnel. Les premiers liens de ce personnage avec la France date du début des années 30. Alors qu'il est étudiant, il s'intéresse à l'Asie de l'Est. L'Asie de l'Est était une zone qui l'intéressait depuis son enfance. Son père lui-même avait écrit un livre sur l'Asie de l'Est. Son père était en charge de la bibliothèque des missions étrangères protestantes à New York. Et fort de cet héritage, il a voulu en apprendre davantage. À une époque, il faut bien comprendre que les études sur le Japon aux États-Unis sont absolument balbutiantes. Il n'y a pas encore d'enseignement au tout début des années 30 du japonais à Harvard. Le premier cours de japonais, c'est 1931-1932. Et moment de tension, vous le savez, politique, les États-Unis font un effort pour développer les études japonaises, organisent un séminaire avec les rares spécialistes que ça pouvait intéresser, notamment des sinologues, font venir des gens de l'étranger en particulier, et l'ICF
Serge Elisseev, qui peu après devait abandonner son poste de chargé de conférence, qui du reste n'était pas pérenne à l'EPHE, pour entrer à Harvard et devenir la figure tutélaire des études japonaises aux États-Unis. Et dans cette rencontre en 1932 avec Elisseev, ça a été tout à fait déterminant, puisque Elisseev a dit à Faz, ainsi qu'à son jeune ami Reischauer, Edwin Reischauer, qui était lui aussi dans ce séminaire, il faut absolument qu'avant d'aller au Japon, parce que vous devrez aller au Japon, vous alliez en France. En tout cas, il faut que vous alliez en Europe pour vous former aux études japonaises. Et c'est comme ça que Faz, comme Reischauer, se retrouve à l'école des langues orientales vivantes. Faz s'inscrit en novembre 1933 en deuxième année de japonais. Il va suivre les cours de Charles Hagenauer. Et le second va s'inscrire la même année en deuxième année de chinois et en première année de russe, et l'année suivante en troisième année de chinois et en troisième année de japonais. Il faut savoir que Reischauer est né au Japon et donc avait, comme Obélix, des petites facilités innées. Je crois que cet épisode qui voit donc deux des premiers spécialistes américains du Japon passer par Paris avant d'entreprendre une refonte de la recherche américaine sur le monde est-asiatique est extrêmement révélateur, parce que ça montre que la science orientaliste et coloniale européenne n'a pas simplement servi de repoussoir aux Area Studies américaines, ce qu'on sait évidemment, mais qu'elle a aussi constitué une forme de giron secret. Et c'est d'autant plus intéressant que tant Faz que Reischauer ont a posteriori toujours minoré l'intérêt de leur passage en France, en tout cas l'intérêt académique. Reischauer est dithyrambique sur les joies et les plaisirs de Paris et de la France, mais pas sur le monde académique. Et je crois que ce n'est pas le reflet d'une réalité, c'est une construction a posteriori. Ce n'est qu'une quinzaine d'années plus tard qu'on retrouve des liens entre Faz et la japonologie française. Entre-temps, il est devenu maître de conférence à Pomona College, qui donc est un college en Californie. Puis, à partir de 1941, début 1942 plutôt, il est entré à l'Office of Strategic Services, le fameux OSS, où il commence comme analyste et il finit comme directeur adjoint du bureau recherche et analyse de l'OSS, avant d'entrer donc à la Fondation Rockefeller en 1946, où il va devenir directeur des Humanities, pas simplement pour le Japon, bien sûr, ni pour l'Asie de l'Est, mais pour le monde entier, ce qui montre à quel point quelqu'un qui, à cette époque, s'intéresse au Japon peut avoir un empan large de compétences. Et c'est un parcours tout à fait typique des fondateurs des études japonaises aux États-Unis, comme Reischauer, dont j'ai parlé, comme Hugh Borton, comme Embry, comme tous ces gens de cette génération qui ont un parcours similaire. Borton était à Leiden, par exemple, et pas en France. Et pendant 15 ans, jusqu'à ce qu'il quitte la Fondation Rockefeller en 1961 pour rentrer à l'ambassade des États-Unis ici à Tokyo, Faz a voyagé à travers le monde libre à une vitesse incroyable, rencontrant des milliers de savants pour mettre en œuvre les programmes de sa fondation. Alors, concrètement, son champ de compétences étant les humanities, il fait la promotion de quoi? Qu'est-ce qu'il défend? Alors, il défend la modernisation des bibliothèques. Ça, c'est très important avec l'adoption de standards, de normes. Il défend le comparatisme, il défend l'interdisciplinarité, les analyses chiffrées et plus généralement, si on prend du recul, le pragmatisme et la philosophie analytique. Et ce n'est pas simplement une déduction, c'est de fait ce qu'il fait dans ses rencontres avec les philosophes. Il ne rencontre pas des phénoménologues. On sait pourtant qu'il y a une grande communauté de phénoménologues, de spécialistes de Heidegger au Japon. Ça n'intéresse pas du tout. Par contre, il va rencontrer des gens qui travaille dans le domaine de la philosophie analytique. Et enfin, il soutient le développement des Area Studies, avec en particulier l'idée de développer 3 centres de recherche, un sur l'Amérique à Tokyo, un sur la Russie à Hokkaido et un sur la Chine dans le Kansai. Et donc, à cette fin, ce personnage, chaque année, va se rendre en Asie de l'Est et à peu près tous les 3-4 ans en Europe. La Fondation Rockefeller est très présente aussi en Europe, mais c'est plutôt ses adjoints qui s'en occupent. Ce qui fait qu'il va rencontrer des spécialistes français du domaine à la fois au Japon
et à Paris, ainsi qu'aux États-Unis pendant toutes les périodes qui sont les plus longues, où il est aux États-Unis, principalement au cours des années 1949-1954. Et je trouve que ces circulations sont très intéressantes parce que, comme le disait tout à l'heure Antonin Bechler, ça nous permet un petit peu de faire un pas de côté et de sortir de la réflexion bilatérale. Je trouve que ce regard américain sur la japonologie française éclaire aussi le Japon et le monde intellectuel japonais d'après-guerre. Alors, quelles informations trouve-t-on dans son journal ? Commençons par les éléments factuels. J'en donne juste 3, mais c'est vraiment une mine. Enfin, j'adore, moi, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire de la japonologie française dans le détail. Vous allez retrouver des noms, c'est assez croquignolet. Le premier point intéressant, c'est l'existence d'un réseau franco-américain des études japonaises, dont les principaux acteurs, côté français, sont très clairement Serge et Vadim Eliseev. Donc Serge, on l'a déjà rencontré, c'est lui qui a lancé la carrière de Faz et de Reischauer, et jusque dans les années 50, il reste un interlocuteur privilégié. Et puis Vadim va prendre le relais quand il devient directeur par intérim de la maison franco-japonaise en 1951, et puis ensuite directeur du musée Tchernouski. Un deuxième point que je souligne, c'est le fait qu'à plusieurs reprises, la maison franco-japonaise est repérée dans ses documents comme modèle de l'International House of Japan, donc qui se trouve à Roppongi, que vous connaissez, qui a ouvert en 1955. Alors personnellement, Faz ne soutenait pas le projet de International House of Japan, il était contre. Mais il n'a pas eu le choix parce que le principal contributeur financier de l'International House of Japan, c'est John D. Rockefeller III, donc, qui était de la famille Rockefeller et un des grands pontes de la fondation pour laquelle il travaillait. Et enfin, troisième point, c'est quand même très, très spectaculaire ce renversement qui s'est produit entre l'avant et l'après-guerre, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, dans les années 30, c'était les Américains qui venaient à Paris ou en Europe de façon plus générale pour apprendre le japonais et découvrir les études japonaises. Et 10-15 ans plus tard, c'est absolument l'inverse. Ce sont les jeunes Européens qui se rendent aux États-Unis et il y a un travail actif, vous le voyez très clairement dans les documents que je vous ai fait passer, pour inviter aux États-Unis, dans les universités, soit des bibliothécaires, c'est le cas de Antoinette Hochkorn, ou des spécialistes français ou qui travaillent en France, c'est le cas de David Japaridze, qui est un spécialiste du Caucase, qui va être invité pour travailler notamment avec Jacobson. Alors, il y a plein d'autres documents, je vous laisse les consulter, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voyons à présent les dynamiques et les valeurs qui se dégagent de ces documents. Alors, le premier point, ça ne surprendra personne, c'est une ligne de fond anticommuniste. Les chercheurs que rencontre Faz sont systématiquement évalués sur le plan politique. Par exemple, Paul Demiéville, une petite annotation disant qu'il est situé politiquement à droite. Voilà, c'est plutôt un bon point. Ça ne veut pas dire que les gens de la Rockefeller, Faz en particulier, ne rencontrent pas les gens de gauche, mais ne rencontrent pas les communistes. On peut être légèrement marxiste, marxien, ça passe bien. Il va rencontrer Adorno, il va rencontrer Horkheimer, bon, mais on peut négocier avec eux. Deuxième point qui ne surprendra personne, c'est une critique qu'on ne voit pas tellement dans ces documents, mais elle m'apparaît très nette dans les autres, dans le reste des pages, une critique des pratiques coloniales françaises en matière de diffusion intellectuelle. S'agissant de la France en particulier, Faz va rencontrer à nombreuses reprises, que ce soit à Paris, aux États-Unis ou en Asie du Sud-Est, des interlocuteurs qui sont hostiles à la politique française en Indochine, et lui-même ne va cesser de dire que les autorités françaises y font n'importe quoi. Il leur reproche d'avoir une approche trop centralisée, étouffante, coercitive et inefficace, et il propose à l'inverse, dans ses discussions avec ses interlocuteurs, que les réformes viennent des intéressés, que les interlocuteurs, en l'occurrence
puisqu'il s'agirait du Vietnam, que les Vietnamiens s'approprient les valeurs qu'on leur propose et qu'ils les mettent en œuvre à leur façon. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas juste des questions politiques. Derrière ces questions politiques, bien sûr, il y a des questions politiques, il y a qui travaillent des questions philosophiques. Pour ce qui est des approches coloniales européennes, ce que Faz, au fond, leur reproche, c'est de reposer sur des essences introuvables, sur un esprit imaginaire, sur une fausse conception de la raison et de la civilisation. Et pour ce qui est des approches marxistes, leur défaut, à ses yeux, c'est de reposer sur le postulat matérialiste que le monde, que ce soit le monde physique ou le monde social, est régi par une alternance systématique des forces, que le positif entraîne nécessairement du négatif, que toute action engendre sa réaction, que la construction amène de la destruction, ce que le pragmatisme n'admet pas. Parce que pour le pragmatisme, le négatif reste toujours extérieur à la matrice. Il faut simplement essayer de le gérer, essayer de l'intégrer au bien dans lequel, ou en tout cas auquel s'identifie celui qui travaille à obtenir des solutions, à obtenir des résultats utiles au plus grand nombre. Donc, on l'aura compris, la position de Faz, c'est une position qui est fondamentalement pragmatique, à la fois de par son histoire, mais aussi au sens philosophique. Donc, elle implique quoi? Elle implique une méfiance vis-à-vis des humanités classiques et de tout ce qui peut renvoyer à des essences, à l'érudition, à la philologie. Il n'y aura aucun lien, par exemple, avec les classicistes japonais spécialistes de la Grèce ou de Rome, ce qui peut paraître contre-intuitif, parce qu'on sait que les Américains ont cherché à promouvoir le christianisme et le protestantisme en particulier pendant l'occupation. Donc on pourrait se dire, ils ont aussi essayé de faire la même chose pour les études classiques. Pas du tout. Ça fait, on met de côté. C'est une rupture par rapport, au fond, à 400 ans, 500 ans de construction civilisationnelle sur les bases de la Renaissance. Elle implique une méfiance vis-à-vis des humanités classiques, je le disais. Donc, il ne s'agit pas de comprendre de façon fondamentale, de façon générale, un peuple, une nation, une culture, une civilisation. Mots d'ailleurs qui sont toujours considérés comme trop abstraits et qui sont peu utilisés. Il s'agit de répondre à des situations historiques qui se présentent et que d'ailleurs, toujours, on anticipe. Un travail de planification qui est très important dans cette logique. Donc il s'agit d'un travail d'adaptation qui doit être fait de manière souple, en amenant les intéressés à s'emparer eux-mêmes de la bonne méthode. Tout ça est thématisé, ce n'est pas moi qui le déduis. Et c'est ce que recouvre en anglais l'idée de guidance qui domine la littérature de l'époque, qui est au cœur, entre autres, de la pédagogie de John Dewey, une bonne guidance, en japonais guidance ou shido, c'est ce qui doit permettre de réorienter les sociétés, réorientation qui, comme le dit Faz en 1948, doit constituer, je le cite, l'objectif principal de la Fondation Rockefeller au Japon. Donc concrètement, son travail consiste à amener, pour ce qui est de la France cette fois, amener l'orientalisme français à adopter des pratiques répondant aux normes proposées par les États-Unis, notamment au niveau du catalogage, notamment au niveau des transcriptions. Donc Hepburn, les Anglais dans les années 50 ne sont pas sur cette ligne, ils ont encore des transcriptions tout à fait folkloriques de notre point de vue aujourd'hui, mais ce sont les Américains qui font la promotion de la transcription Hepburn. C'est étonnant de voir que dans les années 40, en fait c'est comme ça qu'on écrit aujourd'hui. Enfin, c'est les normes qu'ils ont mis en place dans les années 40, ce sont les nôtres aujourd'hui. 2. Encourager une recherche fondée sur les problèmes contemporains, l'analyse de données, le comparatisme. Au fond, il s'agit de constituer un marché centralisé et unifié des valeurs. Et 3. Repérer des personnes susceptibles de travailler dans ces directions et les envoyer dans les universités américaines. Donc, pour le dire autrement, soutenir un projet de dictionnaire japonais sanskrit, ça ne l'intéresse pas, c'est beaucoup trop érudit. Inviter un savant à présenter son œuvre aux États-Unis, ça ne l'intéresse pas non plus, c'est trop subjectif. Et financer l'achat, par exemple, d'ouvrages sur la Chine ancienne, pas davantage, c'est trop classique. Partout où il va, il fait passer le même message, il faut donner la priorité à des études factuelles.
Alors, au cours de ses séjours en France et au Japon, Faz va bénéficier du soutien actif de l'État américain, le SCAP de MacArthur au Japon, les services de l'ambassade américaine à Paris, mais il va aussi s'appuyer sur des relations personnelles, notamment tout le réseau de ces personnes qu'il a fréquentées pendant la guerre au sein des différentes agences gouvernementales. Et bien sûr, il peut s'appuyer sur un réseau mondial d'employés de la Fondation Rockefeller ou des partenaires ou simplement d'anciens boursiers. Et donc, à bien des égards, d'ailleurs, Reischauer, puisqu'à la fin, ils se sont fâchés dans la biographie de Reischauer, et il est dit que c'était un morne personnage que ce Faz, que c'était un homme de dossier, que c'était quelqu'un qui n'était pas du tout flamboyant comme Reischauer. Mais s'il n'est que ce modeste acteur d'une pièce beaucoup plus grande que lui, parce que, vous voyez, Reischauer, on le connaît tous, Faz, personne n'en a entendu parler, ou peut-être une ou deux personnes dans l'assistance, c'est quelqu'un qui a disparu de l'histoire. Pourtant, il a été extrêmement efficace, mais je crois que c'est précisément parce qu'il assume ce rôle gris qu'il parvient à l'être. La plupart des portes lui sont ouvertes. C'est spectaculaire quand on lit son journal. Chaque année, il fait la tournée des grandes universités à travers le monde, et au Japon en particulier. Sur un simple coup de fil, il va rencontrer les présidents des universités de Tokyo, de Kyoto, mais qui accourent, hein, c'est vraiment spectaculaire. Il rencontre des ministres, il arrive à Hokkaido, il y a un avion qui l'attend parce que quand même de Chitose jusqu'à Hokkaido, jusqu'à Sapporo, ça fait un peu loin, donc il a un petit avion qui vient le chercher. Il a énormément de moyens et il va convoquer des réunions pour faire avancer ses dossiers prioritaires, et tout autour de lui, comme je le disais, des centaines d'universitaires, hauts fonctionnaires, militaires, diplomates, chercheurs, journalistes, écrivains, artistes vont s'affairer pour lui faire passer une demande ou le mettre en relation avec tel ou tel. Et au milieu de ce champ qui est mis en branle par l'attrait des subventions et des bourses de recherche, tel un jardinier patient, il va mettre un peu d'engrais ici, puis il ne va pas en mettre là. Il va tracer une rigole entre un tel et un tel pour faire passer bien de l'eau. Puis on va surtout n'en pas en mettre autour de tel autre plan. Il va déplacer un jeune plant pour qu'il pousse un peu plus vite, et puis l'autre, il va vraiment bien le laisser sous son arbre, sans jamais rien couper, sans jamais rien imposer. Et il me semble qu'il a contribué à façonner l'orientalisme français des années d'après-guerre, et évidemment, il a aussi joué un rôle très important ici au Japon. Et autant que possible, il a essayé de part et d'autre de doter aux savants le goût des grandes théories, de la philologie, des études classiques, pour que tout cela se concentre sur la résolution de problèmes circonscrits, l'application de méthodes, des tâches collaboratives, autrement dit contre l'imagination d'un esprit, l'imagination d'un destin national, hein, toutes ces choses qui, aux yeux des Américains, avaient conduit au nationalisme et à la guerre. Eh bien, une occupation régulière au quotidien est devenue l'une des vertus cardinales des sciences humaines et sociales. Autrement dit, la vérité a perdu de sa verticalité et de sa centralité. Elle s'est affaissée en grésillant sur le monde. Alors, je voudrais prendre un petit peu de recul, hein, parce qu'en lisant le journal de Faz, hein, très souvent, j'ai eu un sentiment trouble, de déjà-vu, de perturbation dans l'ordre du temps. Parce que moi, quand j'ai commencé mes études à la fin des années 80, l'approche dominante était encore puissamment civilisationnelle, hein, même si à la fin des années 70, il y avait eu, c'est le colloque qui nous sert de référence. Il y a un petit écho, pardon. Il y avait une volonté de s'approcher plus du contemporain. Il me semble que la logique était encore puissamment, romaine, catholique, autocentrée. L'idéalisme cartésien était encore très puissant et se concevait comme le fondement de tout l'Occident du point de vue français. Ce qui est évidemment complètement faux et qui ne tient absolument pas compte, en particulier du point de vue américain et de toute cette tradition du pragmatisme qui s'est développée depuis la fin du XIXe siècle, où on rejette complètement toute la tradition cartésienne. Par exemple, dans Vive l'espace au Japon,
Augustin Berg définit ainsi la culture occidentale, je le cite, le sujet doué de raison y est fondé à se poser indépendamment du monde et la dite culture à produire des philosophes qui écrivent en clair cogito ergo sum. On est dans les années 80. C'est la même chose chez François Julien qui pousse l'affaire à son paroxysme, hein, voire à la caricature. Hein. Ce qui fait que, vous voyez, derrière les cultures, on cherchait encore des structures hein, ou des vérités essentielles. Et donc, on ne peut pas être surpris que des gens comme Barthes dans l'Empire des signes écrivent, je le cite, hein, « Nous savons que les concepts principaux de la pensée aristotélicienne ont été en quelque sorte contraints par les principales articulations de la langue grecque. » Donc, à partir de là, vous comprenez, il était logique qu'il ait cherché dans la spécificité de la culture, qu'il ait cherché la spécificité de la culture japonaise, ou bien dans la langue japonaise, puisque c'était dans la langue grecque qu'il fallait trouver la spécificité de la culture grecque. Donc, il n'a juste fait que décalquer ce qui était déjà sa vision de sa propre culture. Et ce mode de pensée, je crois, était largement partagé et se retrouve chez des gens qui n'étaient pas des théoriciens, à l'instar de quelqu'un comme René Siffert, qui intitulait son dernier cours au Langzhou « Les formes constantes de la culture japonaise ». Donc, l'enseignement et la recherche étaient encore animé par la volonté de fournir une explication soit ontologique ou au minimum structurelle hein, des pratiques collectives. À l'inverse, le recours aux sciences sociales hein, était encore marginal, peu valorisé. On y voyait, en tout cas c'est l'impression que j'en garde, une approche bassement utilitaire qui ne pouvait intéresser que des gens tournés vers le commerce ou les questions de défense. Et puis la tradition américaine philosophique, on n'avait absolument pas la visibilité qu'elle a acquis depuis, grâce à des gens, par exemple, comme Sandra Laugier, qui est aujourd'hui centrale dans le monde de la philosophie et qui, bien sûr, porte toute cette tradition pragmatique américaine. Autrement dit, depuis, les choses ont brutalement changé. Et avec, dans notre domaine, le travail entrepris par les études japonaises grâce au CRJ, grâce au CEJ, je fais exprès d'utiliser les acronymes parce que en fait, ça participe de cette pensée, il faut bien en avoir conscience. Hein. L'acronyme même s'inscrit dans ce mouvement. À travers des publications comme Ebisu, comme Sipango, les approches civilisationnelles, on peut à peu refluer et parler de culture japonaise où des Japonais est désormais volontiers qualifié d'essentialiste. À l'inverse, l'expression étude aréale semble, comme je le disais hier, l'avoir emporté. Elle est soutenue par le CLRS, elle est soutenue par les GIS, elle est reprise par l'INALCO, entre autres. Et puis, ce qui est très frappant, c'est que tous les mots que les planificateurs américains de la recherche mettaient en avant dans les années 40-50 sont utilisés depuis une vingtaine d'années comme les nouveaux principes de la science. Et c'est là où mon trouble réside. Interdisciplinarité, comparatisme. Un qui m'a amusé parce qu'il y a une dizaine d'années, je me souviens d'un collègue qui me dit oui, alors il y a un concept que je trouve très fort et qu'il faudrait développer, c'était pour rédiger un projet de recherche, hein, le principe de fertilisation croisée. Et bon, on le trouve dans les années 40-50, cross-fertilization, et ça me semblait nouveau à l'époque. C'est ça que je trouve très drôle. Hein. Quand je l'ai entendu il y a 10 ans, je me dis, ah oui, c'est pas mal ça. Et ça se trouve dans les documents américains des années 40-50. Mais le plus caractéristique, évidemment, c'est le fait que maintenant, toute l'organisation de la recherche dans notre domaine, elle est problem-solving oriented, c'est-à-dire tournée vers la résolution de problèmes. Alors bien sûr, c'est plus le communisme ou le féodalisme qu'il s'agit de mieux comprendre afin d'amener les peuples vers la démocratie représentative. Il s'agit des questions de genre, il s'agit des questions de discrimination raciale, des questions de migration, mais il s'agit bien de traiter des problèmes à court et moyen terme, pas de connaître telle ou telle culture comme on l'essayait avant, comme on le croyait avant. C'est donc non seulement l'expression que l'on a reprise, mais c'est aussi le cadre de pensée qui l'accompagne. À partir de là, quelles leçons est-ce qu'on peut tirer de tout cela? La première leçon, elle est d'ordre historique. Le monde académique français, qui a longtemps résisté à ce mouvement, adhère aujourd'hui à ce chemin. Ce n'est pas une critique, c'est un constat, et j'ai complètement participé à ce mouvement, parmi d'autres. Enfin, je crois qu'on est nombreux à avoir embrassé ce chemin et avoir
avec une certaine distance parfois, mais on a voulu désessentialiser les discours sur le Japon. Et on a voulu avoir une vision plus centrée vers les sociétés contemporaines. On a été sensible à l'approche pragmatique. Autrement dit, entre la fin des années 40 et les premières tentatives américaines de diffuser ce mode de pensée et l'abandon des approches civilisationnelles, nationales, centralisées, que j'appelle aussi parfois romaines, il y a 50 ans qui se sont écoulés. Et je crois qu'il faut vraiment avoir en tête ce décalage, le garder en tête, parce qu'autrement, ça fausse la compréhension qu'on peut avoir de toute la période. Je pense notamment à toute une part de la production intellectuelle japonaise, des années 45 à 90, qu'on a tendance à rejeter aujourd'hui en disant on n'y trouve quasiment que des Nihon Jinnon. Or, à l'époque, et jusqu'au moins aux années 90, des gens comme Augustin Berg, dont je parlais tout à l'heure, le monde académique français me semble avoir été sur le même plan et produisait sans toujours le savoir, ne serait-ce qu'en insistant à produire une pensée en français. Beaucoup de Florence Ginland, au sens où ce qu'on y appelait l'homme ressemblait souvent férocement à M. Dupont. La deuxième leçon, c'est que bien qu'on puisse avoir le sentiment que l'approche non essentialiste des Area Studies est meilleure, plus rationnelle, plus efficace, comme j'ai essayé de le montrer, elle n'en reste pas moins attachée à des présupposés éthiques et religieux qui sont eux-mêmes situés. Quand on reprend les méthodes des études aréales, telles que je les ai esquissées, on se situe consciemment ou inconsciemment dans l'axe d'une ligne protestante, pragmatique, néolibérale, dont les principes sont l'anthropocentrisme, la salvation individuelle par le travail et la charité, la fragmentation et la libre concurrence des communautés, et enfin, je dirais, l'irrationalité anxiogène des fins. Autrement dit, ça reste un point de vue qui est lui-même articulé à un système de croyances. Dès lors, ce point de vue a beau valoriser la comparaison, les collaborations, la transformation incrémentale, plutôt que la raison ou la révolution, in fine, il ne peut que produire de la tension, du frottement à ses marges, chez tous ceux qui ne veulent pas être appréhendés sur ce mode. Et on le voit bien que les Area Studies américaines, pour se concentrer sur elles, ont très souvent échoué. En Afghanistan, par exemple, l'échec est absolument total. Je vous renvoie aux travaux de notre collègue de la SOAS, James Curran. Par ailleurs, s'il n'est pas colonial comme l'étaient les modèles civilisationnels européens des 19 et début du XXe siècle, il a une dimension néocoloniale au sens où il entretient et accroît des hiérarchies de tout ordre, des hiérarchies militaires, linguistiques, académiques, etc. Et on voit bien que si l'Amérique a développé tant de moyens pour en diffuser la pratique, c'est qu'elle y avait son propre intérêt. Alors pour ouvrir, j'aimerais développer un point qui est à la fois le plus général et peut-être le plus complexe, qui concerne la capacité du pragmatisme à tolérer sa propre négation. Je m'explique. Il y a deux points de vue, l'un interne, l'autre externe, qui sont indistingués. Comme je l'ai dit, si on regarde tous ces documents dont vous avez une partie là entre les mains, ce pragmatisme américain ne se conçoit pas comme une idéologie qui est fondée de façon abstraite, mais comme un mouvement d'ajustement perpétuel et souple au réel. C'est pourquoi les problèmes, c'est-à-dire ce qu'il faut corriger, lui sont nécessaires. S'il n'y a pas de problème, il ne sert à rien. Autrement dit, c'est un courant de pensée qui est éminemment moderne. La stabilité classique lui est insupportable. Ce qui fait qu'il a besoin constamment de projeter face à lui des figures négatives, parce que ce sont les seuls qui sont capables de nourrir sa dynamique. Et peut-être c'est ce qui explique pourquoi la nation américaine ne cesse d'une certaine manière de fabriquer des monstres qu'il lui faut ensuite combattre. Et je retrouve ici par un autre chemin ce que pointe Joseph Masco dans son livre « Le théâtre des opérations ». Et je remercie Sophie Houdard qui m'en parlait la dernière fois qu'on s'est rencontrés au sujet du catastrophisme irriguant les représentations stratégiques des États-Unis. Je cite: se préparer de façon imaginaire à la fin de l'État a été au cœur du projet américain depuis les bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki, chaque génération se saisissant de sa propre idée d'un danger apocalyptique qui pourrait entraîner la fin de la nation. Alors pendant l'occupation du Japon et plus largement à travers toute la guerre froide, donc c'est valable aussi en France, ce phénomène s'exprime avant tout par l'obsession de l'ennemi communisme.
de l'ennemi communiste, et le macartisme en est l'expression institutionnelle. Alors ça ne signifie pas que les communistes français ou que les communistes américains, les communistes japonais ne défendaient pas une vision du monde extrêmement différente de celle que promouvaient les États-Unis, ça fait évidemment aucun doute. Mais ce que j'essaye de dire, c'est que le pragmatisme trouvait son intérêt à entretenir l'image d'une opposition binaire. Dans sa version américaine, le pragmatisme est paradoxalement une pensée non dialectique, qui s'appuie sur l'imagination d'un désastre pour produire des figures d'opposition indispensables à sa combustion. Dès que quelque chose résiste à ses velléités de transformer, de soigner, de réorganiser, de façon douce, de façon incrémentale, de façon collaborative, il a tendance à produire face à lui une altérité radicale. Et je crois que c'est un point qui mériterait d'être pris en compte par la gauche aujourd'hui. Voyons à présent le point de vue externe, et en l'occurrence le point de vue japonais. Dans un article de 1957, Tsurumi Shunsuke, sur lequel je travaille en fait beaucoup, c'est un peu le centre de mon travail en ce moment, Tsurumi Shunsuke, qui, je le rappelle, a été formé aux États-Unis, à Harvard, qui a été le grand passeur de la pensée contemporaine américain, en particulier du pragmatisme, qui s'est fait connaître en 1950 par son livre Americano Tetsugaku, la philosophie américaine. Donc se réjouit d'une certaine manière que la logique pragmatique ait pénétré au Japon, mais très vite, il va déplorer que, contrairement à l'approche réformatrice qui guidait initialement ce type d'approche, parce que le pragmatisme essayait de se débarrasser des hypostases, de se débarrasser des pontes, de se débarrasser des vérités toutes faites, que le pragmatisme soit devenu, je le cite, une forme de pensée officielle, en particulier dans ses versions technocratiques et managériales. Or, une telle évolution, dit-il, ne peut que susciter des mouvements de rejet. Je le cite. Vous avez ici la version japonaise. Quand on lit les comptes rendus des débats des philosophes américains contemporains, on voit qu'ils ont de la peine à comprendre que, quoi qu'ils disent, le sens de leurs paroles dans le monde d'aujourd'hui est au bout du compte perçu comme faisant partie intégrante du système impérialiste des États-Unis. Le sens que véhicule le pragmatisme américain actuel n'est pas celui qui lui est donné au départ, mais celui qui lui est donné in fine par la situation géopolitique. Son caractère impérialiste ne provient pas du fait qu'il soutiendrait activement ou ferait la promotion d'une politique d'expansion, mais de son incapacité à comprendre les principes de l'impérialisme et à s'y opposer en toute connaissance de cause. Alors la conclusion qu'en tire Tsurumi, c'est que le pragmatisme ne peut porter ses fruits qu'à des échelles locales ou associatives, seul capable d'avoir à ses yeux en tout cas seul capable de court-circuiter les relations hiérarchiques. Dès que le pouvoir s'en réclame et qu'il s'en sert, le pragmatisme devient technocratique, manipulateur, suscitant une réaction dont l'intensité augmente en rapport avec l'inégalité des positions de départ. Et on retrouve ce que Jean Baudrillard appelait le chantage à l'intégration du pragmatisme américain. Si je dis ça, c'est évident parce qu'on voit bien que dans notre milieu, et en particulier de nombreux jeunes chercheurs sont très sensibles à cette approche pragmatique. Il faut bien se positionner, bien comprendre les possibilités qu'offrent ces méthodes. Et je trouve que Tsurumi offre une voie de sortie tout en nous mettant en garde contre le fait que, de toute évidence, il y a un intérêt de la part soit de l'État, soit de différentes forces pour orienter, piloter le pragmatisme, l'approche pragmatique. Alors, en conclusion, que retenir? C'est un peu une synthèse de ce que j'ai dit jusque-là. J'espère qu'il me reste, 3-4 minutes, ça devrait aller. Les études aréales, donc, vous l'aurez compris, selon moi, sont une approche fondamentalement pragmatique, mais elles ont été à la fois trop utilisées et mal utilisées. On n'en a pas tiré ce qu'elles ont de plus intéressant et on a trop mis en avant ce qu'elles ont de moins pertinent. Je m'explique. Ce que Tsurumi dit pour le pragmatisme en général est vrai pour les études aréales en particulier, mobilisées par le pouvoir, par un pouvoir hégémonique comme les États-Unis, comme ça a été le cas dans les années 40-50 ou comme ça a été le cas dans les années 2000-2010 au moment de la Seconde Guerre du Golfe. L'approche aérale a tendance à devenir naïve, technocratique, superficielle.
Là encore, je vous renvoie à cet article de Caron expliquant comment l'armée américaine demande à ces scientifiques qu'elle envoie sur le terrain de faire des analyses pour lui permettre de prévoir comment, au bout de 3-4 ans d'occupation, on va avoir une démocratisation de la société afghane. Hein, qui évidemment échoue lamentablement, et James Caron, qui était dans ce groupe, prend conscience qu'au fond, peut-être une des choses les plus utiles pour dialoguer avec le pouvoir afghan, c'est d'apprendre la poésie. Bon, c'est quelqu'un qui est merveilleux, je vous laisse consulter ses travaux. Et c'est la même raison qui me pousse à penser qu'elles sont vouées à l'échec lorsqu'elles sont promues du haut vers le bas, et je suis par conséquent assez sceptique quand je vois la direction des organismes de recherche ou des universités les promouvoir. Mais dans le même temps, il me semble que leurs atouts n'ont pas été suffisamment exploités, qu'on peut davantage encore explorer sous un angle pragmatique, comme un certain nombre de jeunes chercheurs le font, mais il faut avoir conscience des dangers de cette approche, des aires qui sont fluides, qui ne sont pas nationales. Par exemple, il y a nos collègues qui sont anthropologues, Jean-Michel Butel et d'autres, qui essayent de réfléchir sur la circulation des femmes en Asie de l'Est et du Sud-Est. Et vous voyez, ça ne correspond pas à une aire définie. C'est entre les grandes villes, d'abord, essentiellement, de Philippines, Japon, Corée, Vietnam. Donc on a une ère qui n'est pas définie, qui est floue comme ça, parce qu'en termes sociologiques aussi, elle est transnationale. Donc je crois qu'il y a peut-être des choses à continuer à tirer en mettant l'accent sur des échelles plus petites, intranationales, ou en mettant en évidence des relations triangulaires, comme j'essaie de le faire moi dans mes propres travaux. Alors vous l'aurez compris, et je terminerai par là, la position que je défends ne consiste pas à revenir aux valeurs du passé, aux civilisations avec un grand C, à la connaissance avec un grand C, mais il ne s'agit pas non plus d'embrasser sans recul ce monde fragmenté du pragmatisme, où les mérites se mesurent de façon quantitative à travers toute une sorte d'indicateurs chiffrés, à commencer par la réussite financière. Je soutiens plutôt l'idée d'une transformation à la fois subjective et collective par l'apprentissage, par l'expérience du terrain, par l'ouverture créative à la différence. C'est un peu comme pour les voyages. Et je prendrais comme image un passage de Imafku Ryuta, un anthropologue que certains d'entre vous, j'imagine, connaissent et que j'ai eu la chance de rencontrer ici grâce à l'entremise de Cécile Sakai quand elle était directrice. Et d'une certaine manière, sa manière de parler des voyages résume la manière dont moi-même je vois notre champ. Tabi wa kakuhansareta yoeki ni niteru ekitai, hangyokotai, kotai, ryushi to itta samazama ni kotonaru keitai o motta 物質が勢いよく混ぜ合わされて色や濃度や比重を変えていく様はちょうど旅の移動の最中に変容するリアリティの感覚を思わせる。Pareillement, les études aréales, si toutefois il faut conserver cette appellation, ce qui pour moi n'est envisageable que dans une approche, dans une perspective critique, les études aréales doivent changer ceux qui les traversent, même si je conçois l'intérêt d'avoir des aires variables, non limitées par des cultures, d'avoir une approche disciplinaire inclusive, d'avoir une conception faillibiliste de la vérité. Ce qui compte in fine pour moi ne se situe pas dans la méthode, ni même dans les résultats, mais dans la métamorphose que connaissent les acteurs de la recherche, et à travers eux dans la lente transformation des sociétés, en direction d'une meilleure prise en compte de la variation des points de vue, qui est, à mes yeux, la seule condition d'un dialogue démocratique mondialisé. Je m'arrête là, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Michael, pour ce double regard, celui de face, d'une part, et le tien, sur les études aréales au prisme du pragmatisme, pour les pistes aussi que tu proposes pour dépasser ces apories.
Il me semble que ça résonne évidemment aussi avec un certain nombre de problématiques tout à fait concrètes qui ont été abordées hier. La question de la fragmentation actuelle dans les études japonaises, le manque relatif de propositions, de regard d'ensemble sur le Japon et ses différents aspects. Et évidemment, les difficultés, les contraintes matérielles qui sont les nôtres dans des logiques managériales, les appels à projets, les évaluations incessantes qui favorisent des résultats à court terme. Alors, j'aurais aimé poursuivre la discussion, mais il m'a été indiqué que nous étions, alors que la journée débute à peine, déjà lourdement en retard. Donc, ce que je vous propose, c'est d'échanger directement avec Michael durant les pauses, les espaces interstitiels de la journée, et de passer directement à la table ronde, c'est ça, qui suit. Repenser la mythologie. Merci.